Qui étaient les redoutables peuples de la mer? Des Vikings en Méditerranée, des réfugiés d'une catastrophe ou de combattants équipés d'une technologie létale qui ont réécrit l'histoire ancienne. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment une force quasi spectrale a détruit des cités millénaires, provoqué l'effondrement de civilisations et modifié la trajectoire du monde antique, sans laisser pratiquement aucune empreinte. Restez à l'écoute, car le mystère des peuples de la mer pourrait être plus contemporain et potentiellement plus effrayant que ce que vous pensez. Qui étaient ces énigmatiques assaillants qui surgirent de l'horizon méditerranéen plus de 3000 ans, répandant la peur et modifiant irréversiblement le trajet de la civilisation? Cette interrogation a hanté historiens et archéologues pendant plus de 100 ans, depuis que les premiers égyptologues ont mis la main sur les inscriptions tragiques taillées dans les murs du temple de Médine Abou. Imaginez un instant la peur que les Égyptiens d'autrefois ont dû éprouver en apercevant à l'horizon une armada de vaisseaux de guerre inédite. Les inscriptions du pharaon Ramsès III illustrent avec une exactitude frappante. Aucun territoire ne pouvait faire face à leurs armes, en commençant par Hatti, Kadesh, Carchemish, Arzawa et Al-Ashia. Ces inscriptions, datant de plus de 3000 ans et taillées dans la roche, évoquent une puissance si destructrice qu'elle a pu faire tomber des empires qui avaient régné sur le monde connu pendant des centaines d'années. L'expression « peuple de la mer » n'est pas historique. Elle a été créée au XIXe siècle par des égyptologues tels que Gaston Maspero, qui s'efforçaient d'interpréter les archives égyptiennes fragmentaires faisant référence à ces envahisseurs. Les Égyptiens antiques les désignaient simplement comme ceux des îles au cœur du Grand Vert, ou que les pays de la mer. Des descriptions floues qui suscitent encore plus d'énigmes autour de leur identité. Nos connaissances proviennent uniquement des sources égyptiennes, car ces peuples n'ont pas laissé de documentation propre, du moins aucune que nous avons découverte jusqu'à présent. Le fait qu'il n'existe pas de preuves claires sur qui ils étaient constitue en réalité l'un des mystères les plus captivants de l'histoire ancienne. Nous ne disposons pas de leur propre récit d'événements. Leurs traditions orales se sont évanouies avec le temps, et leurs villes d'origine restent non répertoriées. Nous ne disposons que des récits de ceux qui se sont opposés à eux, les Égyptiens percevant ces derniers comme un danger vital pour leur ancienne civilisation. Ce mystère dépasse le cadre académique. Il touche à l'essence même de l'humanité. Chaque inscription hiéroglyphique renferme des récits de familles dévastées, de villes incendiées et d'un monde qui a connu des siècles de prospérité en voie de disparition. Les peuples de la mer n'étaient pas uniquement des conquérants. Ils ont été le déclencheur d'un des écroulements civilisationnels les plus tragiques de l'histoire, qui a marqué la conclusion de l'âge du bronze et l'avènement d'une nouvelle époque qui allait à jamais modeler le monde méditerranéen. Pour saisir pleinement l'effet dévastateur des peuples de la mer, il nous faut plonger dans l'éblouissant univers de l'âge du bronze tardif, une période florissante qui s'est étendue entre 1550 et 1200 AVBT JC. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. C'était un univers interconnecté comme jamais, où les grandes nations de cette période entretenaient un réseau sophistiqué d'alliances, de commerce et de diplomatie, allant de l'Égypte jusqu'au rivage de la mer Noire. L'Égypte, le royaume du Nil ayant maîtrisé l'art de la monumentalité et de l'administration, se trouvait au centre de ce système. La 19e dynastie égyptienne, représentée par des pharaons tels que Séti Ier et Ramsès II, a réussi à transformer l'Égypte en une puissance régionale incontestée. Grâce à une armée bien entraînée, une bureaucratie performante et des ressources impressionnantes qui ont fasciné les envoyés de contrées éloignées. Leurs pyramides et temples faisaient office de témoins de pierre, d'une civilisation qu'ils considéraient comme éternelle et invincible. L'empire hittite, dont la capitale était Hattusa, exerçait son autorité sur une vaste portion de l'Anatolie, actuelle Turquie, en se dirigeant vers le nord. C'étaient les Hittites qui avaient initialement dominé l'art de la métallurgie du fer, bien qu'ils préservassent ce secret avec soin.
Ces experts en diplomatie ont réussi à conserver un équilibre précaire des forces avec l'Égypte, culminant avec le premier traité de paix enregistré dans les annales de l'histoire suite à la célèbre bataille de Kadesh en 1274, avant J.C. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Leur empire était une fédération compliquée de cités-États qui reposait sur la fidélité des vassaux locaux. La civilisation mycénienne a connu son apogée dans les îles de l'Égée ainsi que sur le continent grec. Des cités telles que Mycène, Pylos et Thèbes constituaient des pôles de pouvoir qui géraient d'amples réseaux commerciaux. Les Mycéniens étaient des combattants redoutables et des marins chevronnés qui avaient élargi leur influence jusqu'aux rivages de l'Anatolie et du Levant. Leurs palais, ornés de fresques colorées, hébergeaient des souverains se désignant comme Wanax et maîtrisaient des systèmes d'administration avancés consignés sur des tablettes d'argile, dans une écriture linéaire B. C'était également une période de villes florissantes telles qu'Ougarit, sur la côte syrienne, un port cosmopolite où se fusionnaient les cultures de l'ensemble de la Méditerranée orientale. Ougarit représentait un véritable carrefour de civilisation, où des commerçants hittites, mycéniens, chypriotes et égyptiens faisaient non seulement du commerce de biens, mais aussi d'idées, de technologies et de coutumes culturelles. La ville avait élaboré son propre système d'écriture alphabétique, qui était audacieux pour l'époque. Cependant, cette interconnexion, qui représentait la plus grande force durant l'âge du bronze, deviendrait également sa plus importante faiblesse. Les mêmes routes commerciales qui acheminaient l'or, l'ivoire, l'ambre et l'étain à travers la Méditerranée seraient également empruntées par la dévastation lorsque les énigmatiques peuples de la mer feraient leur apparition à l'horizon. Le système était si imbriqué que l'effondrement d'une région entraînerait un effet domino touchant la planète entière, réduisant la prospérité à néant et l'ordre en désordre. L'apparition initiale des peuples de la mer dans les archives historiques ne se fait pas sous l'ombre du conquérant destructeur, mais plutôt comme une menace familière, celle des pirates. Cela se situait durant la seconde année du règne de Ramsès II, approximativement en 1278 avant notre ère, en l'an 5 avec J.C. Lors de la confrontation avec une alliance de pirates appelée Chardans, le jeune pharaon a mené une bataille maritime qui allait modifier à jamais sa vision de ces énigmatiques peuples marins. Visualisez ce tableau. Le delta du Nil, aux eaux turquoises, s'illuminait de rouge, tandis que les vaisseaux égyptiens, leurs voiles blanches gonflées par la brise septentrionale, se mesuraient à des navires étranges aux proues singulières. Des combattants vêtus d'armures et de casques à cornes, jamais observés dans l'Est méditerranéen, prenaient part au combat. Les Chardans ne se contentaient pas d'être de simples brigands. Ils étaient des soldats aguerris dotés de compétences en combat maritime qui ont étonné jusqu'aux marins égyptiens chevronnés. La triomphe de Ramsès II contre les Chardans a révélé un aspect captivant à propos de ces peuples. Ils n'étaient là pas seulement des adversaires irréductibles. Le jeune pharaon, faisant preuve de la sagesse pragmatique qui le rendrait renommé, opta pour l'incorporation des guerriers Chardans prisonniers dans son armée personnelle. Cette décision s'est révélée judicieuse, puisque les Chardans se sont transformés en l'un des soldats les plus performants de l'armée égyptienne. Ils ont constitué des unités d'élite qui ont pris part aux campagnes ultérieures de Ramsès II, y compris la célèbre bataille de Kadesh contre les Hittites. Ces combattants sont dépeints avec vénération et estime dans les archives égyptiennes. Les Chardans se distinguaient sur le champ de bataille grâce à leurs longues épées en bronze, leurs boucliers circulaires et leurs casques uniques décorés de cornes. Ils avaient un style de combat distinct du traditionnel égyptien, plus personnel, plus offensif, convenant aussi bien aux affrontements maritimes que terrestres. Rapidement, d'autres groupes comparables commencèrent à faire leur apparition dans les archives égyptiennes. Des mercenaires, des réfugiés, des envahisseurs et des alliés, tous issus du Grand Vert, terme que les Égyptiens utilisaient pour désigner la Méditerranée.
La prochaine rencontre importante s'est déroulée sous le règne du pharaon Mérenptah, fils de Ramsès II, en l'an 1209 avant notre ère, lors de la célèbre bataille de Piyère en l'an JC. Cette fois, l'enjeu était bien plus élevé. Une vaste coalition de peuples marins qui comprenait non seulement les Chardans déjà identifiés, mais aussi des groupes dénommés Ekwesh, Shekelesh, Louka et Teresh. Ils ont établi une coalition avec les Libyens de l'Ouest égyptien, constituant une puissance conjointe qui mettait en péril le centre névralgique de la civilisation pharaonique. La lutte fut acharnée et ensanglantée, Mérenptah dirigeant en personne l'assaut égyptien contre cette coalition sans précédent. Les archives font état de plus de 6000 adversaires éliminés uniquement parmi les populations maritimes, sans inclure les pertes libyennes. Cependant, l'aspect le plus important n'était pas les statistiques, mais ce que ces conflits ont démontré. Les peuples de la mer ne constituaient pas une puissance unifiée dirigée par un seul chef, mais plutôt une coalition complexe de divers groupes possédant leurs propres identités, coutumes et raisons d'agir. Il y en avait qui recherchaient des terres pour s'installer, d'autres qui venaient en tant que mercenaires, et certains fuyaient tout simplement à cause d'une calamité survenue dans leur pays d'origine. Ce qui les rassemblait, c'était leur mobilité, leur aptitude à la guerre et leur désespoir de dénicher un nouvel habitat dans un monde sur le point de se transformer pour toujours. Environ vers 1175, avant J-C, durant la 8e année du règne de Ramsès III, CJC, il constitua le point de basculement le plus critique et déterminant dans l'histoire des peuples de la mer. Visualiser les eaux du delta du Nil devenant un théâtre de guerre grandiose, où l'avenir de la civilisation égyptienne se déterminait entre le grondement des vagues et l'impact du bronze contre bronze. L'Égypte n'a jamais été confrontée à une menace d'une telle organisation, d'une telle ampleur et d'une telle détermination qui se profilait au nord. Pour cette fois, il ne s'agissait plus de raids isolés menés par des pirates, ou d'ententes opportunistes avec des tribus libyennes. Une coalition inédite avait été formée par les peuples de la mer, rassemblant Pélesset, Djeker, Shekelesh, Denyen et Weshesh. Ces noms faisaient écho dans les inscriptions de Medinet Abou, représentant des symboles de terreur et de destruction. Ils arrivaient non seulement en tant que combattants, mais aussi en tant que communauté migrante. Des hommes, des femmes, des enfants, du bétail et l'ensemble de leurs biens transportés sur des charrettes traînées par des bœufs, une représentation que les sculptures égyptiennes ont immortalisée avec une minutie glaçante. La bataille du Delta a été une confrontation d'une ampleur légendaire qui allia combat terrestre et naval dans une orchestration stratégiquement violente menée par Ramsès III. Le pharaon avait soigneusement organisé ses moyens de défense. Il avait renforcé les issues du Nil, mis en place des pièges dans les fossés marécageux du delta et orchestré l'alliance de ses troupes navales et terrestres dans une opération tactique qui s'est révélée déterminante. Les représentations de Medinet Abou illustrent les navires égyptiens qui, depuis des positions stratégiques, attaquaient les navires envahisseurs, pendant que les archers postés sur les rives déversaient une pluie de flèches sur ces malheureux peuples de la mer. Les écrits égyptiens relatent la bataille avec une telle intensité qu'on pourrait presque percevoir le tumulte du combat. Leurs cœurs et leurs âmes se sont évanouis. Leurs armes ont été englouties dans la mer. Ramsès III n'a pas seulement réussi à repousser l'invasion la plus redoutable que l'Égypte ait jamais connue, il a également fait des milliers de captifs. Néanmoins, sa réaction face à la victoire a mis en évidence la complexité de la situation. Plutôt que de procéder à l'exécution ou à l'asservissement de tous les prisonniers, le pharaon opta pour l'installation d'une grande partie d'entre eux sur des terres égyptiennes, particulièrement aux frontières, où ils pourraient agir en tant que colons-soldats. Ramsès III a remporté une victoire complète et déterminante, qui a également marqué la conclusion d'une époque. Les reliefs de Medinet Abou rendent hommage à la victoire égyptienne, en représentant des adversaires défaits et en exhibant des tas de mains sectionnées, considérés comme des trophées militaires.
Toutefois, même si l'Égypte a perduré, le monde qu'elle connaissait était en voie de disparition. Au nord, les vastes empires de l'âge du bronze tombaient successivement, et les mêmes peuples de la mer que Ramsès III avait vaincus poursuivraient leur dispersion à travers la Méditerranée, semant les germes d'une nouvelle époque qui modifierait irrévocablement le visage du monde connu. Alors que Ramsès III triomphait de la défaite des peuples de la mer dans les eaux du delta, une calamité inégalée se propageait tel un fléau à travers toute la Méditerranée orientale. On aurait dit qu'une malédiction pesait sur les grandes civilisations de l'âge du bronze. Tour à tour, les cités qui avaient prospéré pendant des siècles se métamorphosaient en monceaux de cendres et de débris fumants. Ce n'était pas une chute progressive, mais un déferlement de destruction qui s'est produit en l'espace de quelques décennies seulement. À tout ça, la fière capitale de l'Empire hittite a été délaissée soudainement aux alentours de 1180 avant J.C. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Les archéologues ont découvert des indices indiquant que la ville a été évacuée selon un plan précis. Les documents royaux ont été détruits de façon méthodique, comme si quelqu'un avait voulu effacer intentionnellement les archives de plusieurs siècles d'administration impériale. Les énormes remparts qui avaient défendu la ville pendant de nombreuses générations furent franchis, laissant les grands édifices et palais en décombres. L'empire qui avait fait concurrence à l'Égypte pour la domination du Proche-Orient a tout simplement disparu du jour au lendemain. En Grèce également, la destruction a été dramatique. Selon la tradition homérique, Mycène, la ville d'Agamemnon, a été ruinée et délaissée. Pylos, qui abritait un superbe palais et possédait des archives minutieuses en écriture linéaire B, a été réduit à l'état de cendres. Thèbes connut un destin similaire, et avec ses anéantissements, ne disparut pas uniquement la civilisation mycénienne, mais également la maîtrise de l'écriture dans le monde grec, qui ne serait retrouvée qu'après l'adoption de l'alphabet phénicien des siècles plus tard. C'était comme si un univers entier avait été rayé de la carte. Ougarit, la ville portuaire cosmopolite qui constituait le centre du commerce méditerranéen, fut également touchée par cette série de destructions. Une tablette découverte lors de fouilles renferme un message désespéré adressé au roi de Chypre. « Mon père, les navires adverses ont désormais atteint nos côtes. Ils ont incendié mes villes et commis des actes malfaisants dans ma patrie. » Ce message, expédié mais jamais reçu, s'est transformé en un poignant témoignage des derniers instants d'une civilisation moribonde. La question qui a tourmenté les historiens pendant des décennies est: les peuples de la mer ont-ils été le facteur déclencheur de ce collapsus généralisé, ou n'était-il qu'une manifestation de crise plus enracinée? Les éléments indiquent une réaction complexe. Certains lieux présentent des traces évidentes de dévastation violente qui pourraient être imputées à des conquérants, tandis que d'autres ont l'air d'avoir été progressivement délaissés en raison de sécheresses durables, de famines ou d'effondrements internes de structures politiques et économiques. Il est évident que les peuples de la mer ont été à la fois des éléments déclencheurs et des conséquences d'une crise systémique touchant l'ensemble de la région. Les mêmes réseaux commerciaux et diplomatiques qui avaient engendré la prospérité de l'âge du bronze tardif se sont métamorphosés en agents d'effondrement lorsque les crises dans une région ont rapidement débordé sur d'autres. Les peuples de la mer, qu'ils soient des réfugiés fuyant des catastrophes dans leur pays d'origine ou des opportunistes profitant du tumulte, ont précipité un processus de décomposition qui était peut-être déjà en marche. Ils ont eu un impact similaire à celui d'une tempête parfaite qui a frappé les grandes civilisations à leur stade le plus fragile. Le mystère qui a tenu éveillés archéologues et historiens pendant plus de 100 ans persiste avec la même acuité qu'au premier jour. Qui étaient réellement les peuples de la mer? Les noms mentionnés dans les inscriptions égyptiennes résonnent comme des vestiges d'une époque disparue. Chardans, Shekelesh, Luka, Teresh, Ekwesh, Denyen, Djeker, Weshesh et Péléset. Derrière chacun de ces noms se cache une histoire, une culture et un peuple riche en traditions.
Déchiffrer leurs véritables identités est devenu l'une des énigmes les plus passionnantes de l'archéologie. Les égyptologues ont suggéré des liaisons alléchantes entre ces noms antiques et des groupes identifiables de périodes ultérieures. Il se pourrait qu'il existe un lien entre les Chardanes et la Sardaigne, où la civilisation nuragique a prospéré durant l'âge du bronze, produisant des guerriers qui portèrent des casques à cornes ressemblant de manière remarquable à ceux visibles sur les reliefs égyptiens. Il est possible que les Shekelesh soient les ancêtres des Sicules de Sicile, tandis que les Loukas pourraient correspondre aux Lyciens d'Anatolie, un groupe également cité dans les documents hittites. Il est possible que les Teresh aient été des Tyréniens, les prédécesseurs des Étrusques, tandis que les Ekwesh ont été identifiés comme étant les Achéens, le terme homérique désignant les Grecs de l'époque mycénienne. La théorie la plus fascinante établit un lien entre les Pélésètes et les Philistins, ce peuple de la Bible qui, selon les Écritures, s'installa sur le littoral de Canaan et devint l'adversaire principal des Israélites. Ce lien va au-delà de la langue. L'archéologie a démontré que la culture matérielle philistine du fer ancien présente une influence égéenne marquée, notamment à travers la céramique qui évoque les styles mycéniens tardifs. Si cette identification est exacte, cela impliquerait qu'au moins un des peuples de la mer trouva une nouvelle terre, où il fonda une civilisation pérenne susceptible d'influencer l'histoire de la Méditerranée orientale pendant des siècles. Cependant, les hypothèses concernant leurs origines sont tout aussi diverses qu'intéressantes. Selon l'hypothèse égéenne, il est possible que de nombreux groupes aient migré depuis les côtes et les îles de la mer Égée, notamment des Mycéniens et d'autres communautés qui fuyaient l'effondrement de leur civilisation. Selon la théorie anatolienne, ils sont considérés comme des réfugiés suite à l'effondrement de l'empire hittite et aux bouleversements qui ont suivi en Asie mineure. Un troisième groupe les relie à l'Europe centrale, indiquant des déplacements de grande envergure depuis les Balkans ou même plus au nord, stimulés par des bouleversements climatiques ou des contraintes démographiques. Il est fort probable que les peuples de la mer ne constituaient pas un ensemble homogène, mais plutôt une coalition opportuniste de divers peuples regroupés par des circonstances désespérées. Il se pourrait que certains aient été des pirates de métier, exploitant le désordre pour saccager des villes prospères. Certains pourraient être de véritables réfugiés, fuyant la sécheresse, les famines ou les invasions dans leur patrie. Certains groupes auraient pu agir en tant que mercenaires au service de différents rois, avant de choisir de s'installer pour leurs propres intérêts lorsque ces derniers ne furent plus en mesure de les rémunérer. Cette variété pourrait être la raison pour laquelle les Égyptiens les qualifiaient parfois d'adversaires redoutables et d'autres fois les incorporaient en tant qu'alliés de valeur. Ils ne constituaient pas une nation homogène poursuivant un objectif partagé, mais une alliance de survivants dans un univers en déliquescence. Leur héritage ne réside pas uniquement dans les ravages qu'ils ont infligés, mais aussi dans les nouvelles civilisations qu'ils ont bâties lorsqu'ils ont finalement découvert des territoires où s'installer. Les peuples de la mer ont été, en substance, les acteurs d'une des premières migrations massives historiquement documentées, une diaspora qui transformerait irréversiblement le paysage ethnique et culturel de la Méditerranée. Dans la chaleur accablante de Chypre, sur le site archéologique de Pila Kokinokremos, les fouilleurs s'affairent à dévoiler minutieusement des strates de sol qui ont conservé des mystères pendant plus de 3000 ans. Chaque morceau de poterie, chaque instrument en bronze, chaque vestige de muraille dévoile un récit sur ces énigmatiques peuples de la mer qui modifièrent le cours de l'histoire. L'archéologie contemporaine s'est imposée comme notre outil temporel le plus fiable pour découvrir qui étaient réellement ces conquérants et comment ils ont modifié l'univers méditerranéen. Pila Kokinokremos est l'un des lieux les plus instructifs pour appréhender les peuples de la mer. Cette enceinte maritime a été édifiée aux alentours de 1200 avant J.C. L'année 2023 après Jésus-Christ dévoile un patchwork culturel captivant qui illustre la complexité de cette époque tumultueuse. Les archéologues ont découvert de la poterie nuragique typique de Sardaigne,
ornées de styles locaux égéens et chypriotes, indiquant l'existence d'une société cosmopolite où divers groupes des peuples de la mer vivaient ensemble et faisaient du commerce. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que la céramique nuragique découverte ici est presque identique à celle de la Sardaigne, datant de la même époque, offrant l'un des liens les plus forts entre les chardanes cités dans les écrits égyptiens et la culture nuragique de Sardaigne. À Tel d'Or en Israël, des fouilles ont mis au jour un autre élément essentiel du casse-tête. Ce lieu littoral révèle un changement culturel saisissant aux alentours de 1200 avant notre ère. J.C. Lorsqu'un nouveau groupe s'y fixe, apportant avec lui des coutumes matérielles totalement distinctes de celles des Cananéens autochtones. Les archéologues ont découvert des poteries dont les formes et motifs évoquent fortement les styles mycéniens tardifs, accompagnés d'indications de techniques de construction novatrices et de méthodes culinaires. Ce groupe pourrait correspondre à l'un des peuples de la mer qui, suite à leur défaite face à Ramsès III, se sont installés sur la côte de Canaan et ont progressivement fusionné avec les populations autochtones. Toutefois, l'archéologie nous met également en garde face à la complexité de l'interprétation des preuves. De nombreux sites présentant des destructions violentes datent de la période 1200-1150 avant J.C. Il n'est pas forcément établi que les peuples de la mer ont détruit la civilisation minoenne. Dans quelques situations, les indices indiquent que des phénomènes tels que les séismes, les sécheresses prolongées ou les conflits internes auraient pu être à l'origine de l'abandon. À titre d'exemple, à Hattusa, ancienne capitale hittite, des fouilles archéologiques ont révélé que la ville a été abandonnée de façon orchestrée, avec destruction systématique des archives royales. Cela indique une évacuation structurée plutôt qu'une conquête sanglante. Les techniques modernes d'archéologie offrent des points de vue inédits sur cette époque troublée. L'étude des isotopes présents dans les squelettes humains expose des schémas de migration et d'alimentation qui attestent de déplacements massifs de populations durant cette époque. L'analyse de céramique par spectrométrie permet désormais d'identifier avec précision la provenance des vases découverts sur des sites distants, traçant ainsi des itinéraires commerciaux et migratoires d'une exactitude sans précédent. Chaque nouvelle recherche, chaque étude scientifique supplémentaire contribue à l'assemblage du puzzle des peuples de la mer, nous menant progressivement à la compréhension d'un des épisodes les plus marquants et déterminants de l'histoire ancienne. Lorsque la poussière résultant de la destruction s'est finalement déposée sur les décombres de l'âge du bronze, le monde méditerranéen avait subi une transformation radicale. Là où auparavant prospéraient d'énormes empires centralisés dotés de bureaucraties sophistiquées et de réseaux commerciaux mondiaux, se dessinait maintenant un patchwork fragmenté de petits royaumes, de cités-États et de communautés tribales. Ironiquement, les peuples de la mer n'ont pas seulement mis fin à l'ancien ordre, mais sont devenus les bâtisseurs d'un nouveau, s'installant dans les territoires qu'ils ont conquis et semant les bases de civilisations à venir. Les Pélésais avaient finalement trouvé leur résidence sur la côte de Canaan. Installés dans des villes telles que Gaza, Ascalon, Ekron, Gath et Ashdod, ils se transformeraient en Philistins selon la tradition biblique, formant une confédération de cités-États qui régnerait sur la région pendant plusieurs siècles. Leur culture matérielle reflète une fusion captivante entre leurs racines égéennes et les traditions locales cananéennes. Ils ont embrassé l'écriture et de nombreuses coutumes locales, tout en préservant des aspects distinctifs tels que les styles de poterie, les habitudes alimentaires et les traditions d'architecture qui les liaient au monde égéen de leurs ancêtres. L'établissement de ces nouveaux groupes a également marqué la transition définitive vers l'âge du fer. Lorsque l'empire des Hittites s'est effondré, les secrets de la métallurgie du fer qu'ils gardaient précieusement se sont répandus à travers toute la Méditerranée. Les peuples de la mer, qui se déplaçaient d'une région à l'autre, ont agi comme des agents de diffusion technologique, transportant des savoirs métallurgiques, des compétences en navigation et des coutumes guerrières vers de nouveaux territoires.
Cette vulgarisation de la technologie du fer égaliserait les chances, donnant aux entités plus modestes la possibilité de contester la suprématie des grandes puissances. En Grèce, l'effondrement de la civilisation mycénienne a marqué ce que les historiens désignent comme l'âge sombre, une époque de plusieurs centaines d'années caractérisée par la disparition de l'écriture, un dépeuplement des cités et quasiment un stoppage du commerce à longue distance. Toutefois, cette phase de régression fut également une période d'incubation pour ce qui allait devenir la brillante civilisation grecque classique. Les groupes qui ont survécu, potentiellement en conjonction avec certains groupes de peuples de la mer, ont progressivement élaboré de nouvelles structures sociales et politiques qui atteindraient leur apogée dans la polis grecque et la démocratie d'Athènes. L'effondrement du système international de l'âge du bronze a également créé des opportunités pour les groupes qui avaient été précédemment marginalisés. Les Phéniciens, tirant parti du vide créé par l'anéantissement de centres commerciaux tels qu'Ougarit, se sont répandus à travers la Méditerranée, fondant des colonies allant de l'Espagne au nord de l'Afrique et s'affirmant comme les nouveaux dominants du commerce maritime. Leur alphabet, issu des coutumes cananéennes mais épuré et popularisé, se serait diffusé dans l'ensemble du monde méditerranéen, constituant le fondement de presque tous les systèmes d'écriture alphabétique ultérieurs. Malgré la survie de l'Égypte aux attaques des peuples de la mer, elle n'a jamais totalement retrouvé sa gloire passée. Les pharaons qui ont succédé à Ramsès III ont découvert un monde transformé où les anciennes certitudes n'étaient plus valables. L'empire égyptien s'est progressivement rétréci, et même si la civilisation du Nil persisterait pendant encore un millénaire, elle ne retrouverait jamais son statut de puissance dominante incontestée qu'elle avait atteint durant le sommet de l'âge du bronze. Les mêmes peuples de la mer qu'elle avait vaincus s'étaient installés à ses frontières, devenant des voisins durables qui influenceraient pendant des générations la culture et la politique égyptienne. Au sein des laboratoires de génétique de l'université Harvard, les chercheurs s'appliquent à extraire minutieusement l'ADN ancien d'ossements trouvés sur des sites archéologiques de la région méditerranéenne orientale, avec l'espoir de percer enfin l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire antique. La percée dans les méthodes d'analyse de l'ADN ancien, débutée dans les années 1990 et ayant connu une accélération spectaculaire récemment, apporte des éclaircissements sur des interrogations qui ont fasciné les archéologues durant plus de 100 ans concernant les origines des peuples de la mer. Les recherches génétiques les plus actuelles ont fourni des éclaircissements inattendus sur les déplacements de population pendant la chute de l'âge du bronze. Une recherche de 2019 a examiné l'ADN de personnes inhumées dans des lieux philistins et a découvert qu'elles présentaient une ascendance notable européenne, précisément originaire de la région méditerranéenne orientale et de l'Égée, qui est apparu subitement dans les archives archéologiques aux alentours de 1200 avant notre ère. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Cette preuve génétique offre le soutien scientifique le plus robuste à ce stade pour l'hypothèse selon laquelle au moins certains des peuples de la mer étaient originaires du monde égéen, potentiellement des réfugiés mycéniens ou des groupes affiliés qui ont migré vers le sud suite à la chute de leurs civilisations respectives. L'application de la technologie de spectrométrie de masse à l'analyse isotopique révèle des modèles de déplacement d'une précision jusque-là inconcevable. Il est désormais possible pour les chercheurs de repérer le lieu où une personne a grandi en examinant les isotopes de strontium présents dans ses dents, ces derniers étant le reflet de la géologie locale de l'eau qu'elle consommait durant son enfance. Ces recherches ont démontré que de nombreux individus inhumés dans des lieux liés au peuple de la mer ont réellement grandi dans des zones distinctes de celles de leur sépulture, apportant une preuve tangible d'une migration à l'échelle importante durant cette époque. Les progrès en archéologie subaquatique aident également à notre compréhension.
La révélation de navires submergés datant de l'âge du bronze tardif, à l'instar du célèbre épave d'Uluburun, près des côtes turques, met en lumière la sophistication des circuits commerciaux que les peuples de la mer ont contribué à anéantir. Ces bateaux acheminaient des produits de multiples cultures, depuis l'ambre de la Baltique jusqu'à l'ivoire africain, illustrant à quel point le monde était relié avant son effondrement vers 1200 avec un Gigi. Lucis, vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. L'usage de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données massives dans les archives archéologiques offre aux chercheurs la possibilité de repérer des motifs qui auraient pu auparavant passer inaperçus. Des algorithmes d'apprentissage automatique examinent des milliers de morceaux de céramique afin de repérer les influences culturelles et les voies commerciales, alors que des simulations climatiques numériques reconstituent les conditions environnementales susceptibles d'avoir favorisé les migrations en masse durant cette époque. En dépit des progrès technologiques, l'énigme des peuples de la mer demeure en partie non élucidée, et il se pourrait qu'elle le reste indéfiniment. Le fait qu'il n'existe pas de documents écrits directs de ces populations implique que nous sommes tributaires des points de vue de leurs contemporains et des traces matérielles qu'ils ont laissées. Chaque nouvelle trouvaille contribue à assembler les morceaux du puzzle, tout en exposant à quel point cette époque de transition était véritablement complexe et caractérisée par de multiples facettes. Il est indéniable que les peuples de la mer n'étaient pas seulement des agents de destruction, mais aussi des vecteurs de transformation dans un monde déjà en proie à la crise. Leur legs ne réside pas uniquement dans les villes qu'ils anéantissent, mais aussi dans les civilisations naissantes qu'ils instaurèrent, les technologies qu'ils répandirent et les cultures mixtes qu'ils engendrèrent. Dans de nombreux aspects, ils ont été les déclencheurs non intentionnels de la transition vers le monde classique que nous avons. Un univers peuplé de cités-États autonomes, d'expressions démocratiques, de philosophie et d'art qui marquerait la civilisation occidentale pendant des milliers d'années. Leur identité peut rester un mystère, mais l'influence qu'ils ont exercée sur l'histoire de l'humanité est incontestable et durable.